Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints donc pour cette webconférence HQ Aménagement de retour d'expérience sur la certification. Donc je vais laisser la parole à Pascal Louchet, donc responsable environnement et développement durable chez GGL, et je vous souhaite une bonne présentation. Bonjour à tous, donc voilà, je m'appelle Pascal Louchet, je suis responsable effectivement environnement et développement durable au sein d'un groupe d'aménageurs privés qui intervient principalement en Languedoc-Roussillon, de Nîmes à Perpignan, même si ce nom de Languedoc-Roussillon est en train d'évoluer et nous on évolue également en allant flirter un petit peu plus avec Toulouse. Juste pour être très bref, mon parcours, c'est effectivement 25 ans en bureau d'études, EGIS, et puis 4 ans, 5 ans chez Ingérop. Et j'ai rejoint donc cet aménageur pour les accompagner sur, d'une part, les dossiers réglementaires qui sont nécessaires sur l'élaboration des dossiers, et en accompagnement également sur, d'une façon beaucoup plus transversale sur les opérations pour aller vers des performances, on va dire, c'est un peu prétentieux, mais des performances soit sur des domaines nouveaux ou qui étaient nouveaux, les réseaux de chaleur, la mobilité électrique partagée, les chantiers faibles nuisances, etc. Et naturellement, on va dire, vers les engagements de labellisation et de certification, donc écoquartier. Donc l'objet de cet élément-là qui m'a été demandé donc par Certivea, qui a été un partenaire et qui nous a accompagnés sur ce dossier, c'est effectivement de vous faire part de notre retour d'expérience sur un projet que nous avons mené donc sur la commune de Juvignac, sur la ZAC des Constellations. Voilà, donc la ZAC des Constellations se situe sur la commune de Juvignac, dans l'Hérault, donc à proximité immédiate de l'agglomération montpelliéraine. C'est un secteur donc, qui effectivement est anciennement agricole, qui était un espace principalement exempt d'habitation et qui se situait en bordure de zones naturelles de la Mosson, qui est un affluent du Lez, notre petit fleuve local et montpelliérain. Cette situation, on va dire, aux portes de Montpellier, conduisait effectivement à une forte pression démographique, qui s'est traduit effectivement d'abord dans les documents de planification et dans le souhait de maîtriser un urbanisme, je dirais, sur un espace encore disponible malgré des contraintes. En Languedoc-Roussillon, l'outil ZAC est un outil qui est largement utilisé par les communes. Alors certes, bien sûr, pour des raisons financières, puisqu'effectivement il y a un maître d'ouvrage délégué qui est nommé, mais aussi parce qu'il y a un fort besoin de logements sociaux et d'équipements. Donc en fait, l'outil de ZAC est un outil qui permet de mettre en place une configuration qui associe, je dirais, équipement et projet. Je m'étendrai beaucoup plus. Bon, je vais essayer de vous présenter rapidement le projet, mais je m'étendrai beaucoup plus ou un peu plus sur effectivement les avantages et les inconvénients de la certification. Mais il est quand même nécessaire de vous présenter globalement le projet. Donc là, vous avez une carte d'identité, on va dire, du projet, donc sachant que cette présentation est issue de la labellisation ministère, écoquartier ministère, donc une autre forme de fonctionnement. Donc c'est le maître d'ouvrage c'est GGL Aménagement, le maître donc on est effectivement avec un architecte, le cabinet Tour, un maître d'œuvre relief qui nous a accompagnés, et puis des AMO HQE qui ont été sétures tout au départ de l'opération, puis un GEROP conseil ingénierie qui nous a accompagnés jusqu'à l'obtention donc de ce certificat. Le projet, la date de lancement, c'est décembre 2006, le dossier de création. Donc un dossier de création de ZAC et à la nomination d'un ménageur. Et puis, je dirais, on était dans un cadre naturel assez important. Donc même s'il y avait une dépréciation de l'agriculture, on était effectivement dans un espace mixte, naturel et agricole, avec la volonté de la commune de recréer, de créer réellement un quartier et une nouvelle centralité. Donc les éléments importants de ce projet, on le verra un petit peu tout à l'heure, ce sont effectivement la mise en place d'un réseau de chaleur, qui était pour nous aménageurs la première fois qu'on mettait en place un réseau de chaleur biomasse. Et en plus, on a été assez innovant puisqu'on a mis en place aussi, on a trouvé un partenaire qui mettait en place du solaire thermique, également pour le réseau de chaleur. Un projet assez important et complexe, donc avec une mixité fonctionnelle et structurelle, je développerai un petit peu après.
l'intégration du terminus de la ligne 3 de Montpellier. La ligne 3 de tramway. Montpellier a été un peu précurseur avec Grenoble sur le réseau de transport, la reprise du réseau de transport en commun par le biais de tramway. Et donc là, on avait effectivement un élément fort qui était le terminus de la ligne 3. La ligne 3, c'est celle qui, là nous sommes au nord-ouest de Montpellier. La ligne 3, c'est celle qui va à la mer, qui va jusqu'à Palavas. Et puis donc tout un chevelu de cheminement doux pour les pistes piétonnes et cyclables, indépendants souvent du réseau viaire lui-même, donc pas des opportunités, mais réellement des fonctionnements, et bien sûr un système PMR. Une opération d'importance, pratiquement 36 hectares, pour une surface aménagée simplement de 13 hectares. Donc du coup, effectivement, une offre de logements importante, près de 1400 logements collectifs, 250 logements individuels ou groupés. Des activités également. Voilà. Un investissement avec acquisition pour GGL Group de l'ordre de 40 millions d'euros, toutes taxes comprises. Donc le projet, le voilà. Donc pour les footeux entre guillemets, donc il est en bordure rive droite de la Mosson, sachant que la Mosson, effectivement, le stade est en rive gauche immédiate du projet. Donc, comme je vous le disais, un terrain propice à l'aménagement, enclavé entre une zone naturelle et inondable et une urbanisation importante de la commune. La topographie est importante, puisqu'en fait, on a deux gros bassins versants avec une ligne de crête, tel que vous le voyez là sur l'ensemble de l'élément, donc une ligne de crête qui est à peu près à mi-chemin et qui a déterminé réellement un plan d'aménagement et d'urbanisme, et aussi bien sûr, vous l'imaginez, tout un tas d'éléments spécifiques au réseau humide, et bassins hydrauliques, etc. La volonté de la commune, réaliser un nouveau quartier, donc on venait à peu près à 500 mètres de la nouvelle mairie, à 500 mètres à pied en direct de la nouvelle mairie, et c'était effectivement la volonté d'avoir un quartier nouveau, quasiment autonome, puisqu'en fait dans les réunions de concertation, mais on y reviendra, il y avait vraiment la volonté de ne pas avoir de voirie de connexion entre la ZAD Déconnelle ou Constellation, puisqu'elle a été rebaptisée Constellation, et puis les quartiers pavillonnaires limitrophes. Des axes routiers, l'axe de l'A750 qui sort de Montpellier et qui est la route de Lodève et Clermont, donc Millau-Clermont, qui est une voie qui est bien plus au sud, et un chevelu de voiries, on va dire, secondaires, qui sont aujourd'hui, qui sont saturées. On est, alors, on n'est pas la ville la plus importante en termes d'embouteillage, mais c'est vrai que les entrées sur Montpellier sont importantes. Et l'avenue de l'Europe, donc, qui est la voie que vous voyez en bordure sud de notre opération, est une voie qui est effectivement, par son franchissement de la Mosson, donc un ouvrage qui limite, est assez saturée. Le réseau de transport en commun qui se développe, donc avec une interconnexion des lignes 1 et 2, et donc des fonctionnements de parking d'échange, en entrée de ville qui permettent de laisser son véhicule et de rentrer. Et enfin, troisième élément, un chevelu de pistes cyclables qui sont, je dirais, inféodés peut-être même aux espaces naturels qui sont existants avec la Mosson et ses différents affluents. Donc des espaces, des fonctionnements, une utilisation déjà potentielle importante de l'espace. Les objectifs de la ZAD, c'est donc de répondre effectivement à la mixité urbaine, sociale et économique, donc à l'échelle du quartier, c'est-à-dire c'était la volonté d'avoir sur cette opération la diversité des modes d'habiter. On se plaît à dire que cette opération se voulait répondre à tous les âges et toutes les bourses, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a effectivement de la résidence étudiante, de la primo-accession, du logement social, de l'accession à la propriété, du high-tech, on va dire même en collectif, puisqu'il y a un promoteur qui développe, Elenis, qui développe un concept dit de must, avec des appartements de très haut de gamme, et puis bien sûr du terrain à bâtir. Donc privilégier les modes doux, c'était réellement une volonté de la commune, créer des espaces et des services publics, parce que c'est vrai que réaliser une ZAC permet d'avoir des équipements publics de qualité, et notamment il y avait la volonté initiale d'avoir un pôle sportif et un carrefour giratoire.
Voilà, et donc de s'assurer d'un quartier qui fonctionne et qui est conforme aussi aux grandes entités écologiques, puisqu'on avait des corridors écologiques intéressants. Voilà. Cette configuration a généré donc un plan d'urbanisme adapté, donc d'une part sur le plan d'urbanisme, donc avec une différenciation, on va dire, un épanelage des constructions en hauteur, donc depuis des R+4, R+3. Alors c'est vrai que ça peut paraître peu, mais en milieu montpelliérain, effectivement, et en périphérie de Montpellier, les R+4, R+3, c'est effectivement voilà, déjà considéré comme des collectifs importants. Un nouveau concept qui est effectivement de la primo-accession, donc soit sous forme de collectif, il y en a, ou soit sous forme de maisons individuelles groupées. Ça correspond réellement à un marché pour des jeunes ménages qui souhaitent s'implanter. Donc je ne fais pas de la promotion foncière, mais puisque je crois que dans la primo-accession tout est vendu, mais ça permet effectivement à des jeunes ménages d'avoir à moins de 200 000 euros une petite maison avec un, ce qui dans les prix montpelliérains est assez attractif. Et puis donc aussi une réflexion qui a été menée, je dirais, presque indépendamment comme une couche sur la fonctionnalité des espaces naturels et des fonctionnements des modes doux d'une façon générale. Donc toujours avec cette volonté d'avoir une gestion assez importante sur la gestion des eaux, qui est un élément fort dans le contexte montpelliérain. L'histoire même récente nous le montre, aussi bien en termes de ruissellement qu'en termes d'inondation. Alors ceci, comme on est sur de la conception de ville, donc ça a permis effectivement de développer des mailles, je dirais assez larges, dans lesquelles la voirie, enfin la voiture, a sa place bien sûr. On est quand même dans une réalité encore fonctionnelle, mais avec effectivement une offre de services avec un tramway, des fonctionnements de pistes cyclables, des mailles piétons assez confortables. Et donc toujours cet épanelage, je dirais aussi bien d'une façon globale, mais aussi sur les rues d'une façon. Voilà, donc des ouvertures de voies assez importantes. On voit sur le plan de droite aussi un des éléments qui a été prévalu, c'est-à-dire qu'on a énormément de bassins de rétention. Alors ce ne sont pas des bassins de rétention à la parcelle, puisque notre doctrine locale et régionale ne permet pas d'avoir ce genre de configuration, mais ce sont une multitude de petits bassins. On a 14 bassins de rétention très locaux qui permettent donc, alors c'est complexe pour les situations, enfin les études hydrauliques, mais ça permet d'avoir à la fois des espaces verts, des noues, sous forme de noues, puis ce sont des bassins qui sont ouverts, et puis de limiter effectivement les gros bassins très, très structurés. Voilà. Donc la ZAC, voilà, on serpente effectivement, donc avec ce cœur de ville qui est branché autour d'une place centrale et le terminus du tramway. Une grande ouverture effectivement et une connexion sur les voiries existantes, la mise en place d'une voie donc qui traverse une véritable colonne vertébrale. Alors ça s'appelle la ZAC des constellations, cette voie s'appelle la voie lactée. Voilà, on a décliné après l'ensemble des voies secondaires et intermédiaires avec des noms de gros satellites ou de planètes, pardon, des planètes de plus en plus importantes et puis les satellites de ces planètes. Donc là on s'est un petit peu amusé, le plaisir faisant partie effectivement du travail. Et puis donc cette place du Soleil là, de constellation sur laquelle effectivement s'oriente avec des marchés de proximité, enfin des commerces de proximité et un marché d'une façon générale. Quelques perspectives où on voit bien effectivement qu'on a profité effectivement de la pente pour avoir des ouvertures de vue. Bon, ça c'est effectivement des perspectives paysagères. Et là effectivement la perspective sur une place, donc 100% accessible PMR. Donc l'architecte Pierre Tour et le cabinet de Tour Sanchis avaient voulu effectivement avoir une place très ouverte avec un urbanisme donc, qui était géré par un architecte coordonnateur qui garantit donc une homogénéité, une diversité dans la conception, puisqu'on avait plusieurs promoteurs, mais une homogénéité quand même dans l'élément. Et puis une place qui se voulait être la place de la vallée des rois d'Hatshepsut, voilà, donc avec des colonnades en bas et des commerces derrière. Alors là vous avez la perspective de l'architecte avec aussi on y voit un peu l'éclairage qui est assez particulier sur Constellation. Et puis là vous avez une vue, donc on peut jouer presque au jeu des 7 erreurs, une vue faite récemment. Peut-être il y a un an à peu près, parce que c'est vrai qu'on voit que les commerces commencent à s'y mettre, mais maintenant il y a un peu plus de vie. Et donc le terminus du tramway. Une place entièrement bien sûr PMR.
Les acteurs de ce projet, donc nous on s'est calé avec le processus HQE aménagement, mais c'est vrai que c'est aussi souvent le fonctionnement de GGL. C'est-à-dire que GGL, en tant qu'aménageur, on a une structure de portage interne sur l'opération qui intègre donc un directeur de programme, un responsable de projet, un responsable travaux, et puis donc en satellite, donc effectivement un responsable environnement et développement durable et un responsable juridique. Mais on se cale toujours, je dirais, à faire des opérations en y associant l'ensemble des services. Alors bien sûr, les services de la ville, puisque nous sommes assez reconnus pour ce genre de choses, on est en empathie réellement avec les décideurs locaux, donc les services techniques, bien sûr, les élus avec des reportings. Mais aussi, on s'adjoint des équipes qui sont performantes dans les domaines spécifiques, que sont bien sûr l'architecte coordonnateur, l'urbaniste, le paysagiste, mais aussi les bureaux d'études en hydraulique, en topographie, en énergie, et puis en environnement, d'une façon générale. Il peut y avoir, alors là, c'est pas été le cas, mais il y avait effectivement les éclairagistes aussi. On a travaillé avec les éclaireurs de Lyon. Et en environnement, en accompagnement aussi bien sur les études environnementales et en suivi de chantier que sur l'AMO, HQE, aménagement, donc avec un GEROP. Le public est régulièrement associé à ces éléments-là. Les professionnels de l'urbanisme, il ne s'agit pas de faire un projet uniquement pour se faire plaisir, mais de le confronter aussi aux promoteurs, aux constructeurs et aux investisseurs, aux organismes sociaux, c'est une réalité. Et puis les partenaires sur lesquels on attache une importance énorme. D'abord des partenaires institutionnels, donc la région, etc. pour les dossiers réglementaires et la DDTM, mais aussi des partenaires plus thématiques, comme par exemple l'ADEME ou la DRAC, avec lesquels on travaille réellement. Après, il y a aussi des partenariats qui se font avec des prestataires, style EDF Optimal Solutions, ou en l'occurrence, sur cette opération-là, on avait un prestataire qui était Cofeli Service pour le réseau de chaleur. Je vous passe la nature des échanges et peut-être aussi la mise en place, alors qui a été instaurée par le processus HQ Aménagement, la mise en place de groupes de pilotage restreints et puis après de groupes élargis avec des réunions de pilotage avec les élus et puis des réunions encore plus élargies avec effectivement les promoteurs qui étaient associés et puis la presse. Ça a été réellement instauré par le fonctionnement, on va dire, HQ Aménagement en termes de partage des acteurs de l'aménagement. Pardon. Oui, juste un slide pour vous montrer effectivement la complexité de l'intervention. D'une part, c'est vrai que GGL Group fonctionne avec l'ensemble des aménageurs, des promoteurs, pardon, donc des promotions diverses et variées, et puis effectivement l'ensemble des prestataires de services et bureaux d'études. Dans le retour d'expérience, donc il y avait un passage obligé qui était celui du planning. Donc comme je vous l'ai dit, de décembre 2006, la délibération du dossier de création, avec juin 2007, la désignation de l'aménageur, donc GGL Group. Pardon. Ensuite, la révision simplifiée du poste, on était encore sous un fonctionnement de poste et de concertation, 2009, l'approbation donc de ce poste, et puis le dossier de réalisation 2010, donc l'avant-projet technique du projet. L'étude d'impact était insérée au sein du dossier de création, mais le dossier loi sur l'eau est un élément effectivement important. Je bois un coup, excusez-moi. L'exercice n'est pas forcément très facile. Et donc les débuts des terrassements 2011 pour une livraison, je dirais, des premiers appartements, on va dire 2013. La certification, si elle avait été engagée auparavant, a été obtenue en juillet 2015. Et donc à ce jour, on a 80% des logements collectifs qui sont livrés, 100% des primos et des sociaux, et je dirais 40% du terrain à bâtir. Les enjeux prioritaires du projet par rapport aux objectifs associés, pour paraphraser peut-être un petit peu la publicité télévisée sur l'eau contenant du magnésium, là on est dans un projet qui est naturellement un écoquartier. C'est-à-dire qu'en fait on avait, du fait de l'ampleur de l'opération, de sa diversité, du tramway, du réseau de chaleur, on avait, je dirais, beaucoup d'éléments de réponse
aux différentes thématiques. Donc en fait, l'exercice HQE aménagement a été de reprendre cette grille et d'y associer l'ensemble des éléments et d'être peut-être de performer un peu plus sur certains points, mais on va dire que l'exercice technique de réponse aux objectifs de la grille et du processus HQE aménagement a été un exercice assez aisé, puisqu'en fait on avait pas mal d'éléments de réponse positifs. Alors, ces éléments de réponse, on les a quand même hiérarchisés, donc c'est vrai que la mobilité, la chance d'avoir un tramway qui innerve l'opération, c'est un élément très fort, sachant que, pour la petite histoire, la ZAC a été créée à peu près en même temps que la DUP de la ligne 3, et donc effectivement il y avait une volonté politique d'aménager, on va dire, un terminus qui au début était dans la Pampa, hein, qui était dans une zone d'une ZAC qui était en train d'être créée. Et donc tout un dialogue qui avait eu lieu entre est-ce que l'on doit faire un tramway qui innerve des zones habitées ou créer un nouveau secteur. Donc la mobilité était un élément très fort, synergique, on va dire, avec la création de la ZAC. L'eau est un élément majeur dans les processus d'aménagement, en termes spatial et puis en termes de risque des biens et des personnes. Surtout que là on était sur 2 bassins versants et puis en bordure de la Mosson qui est un affluent du Lez, comme je vous l'ai dit, assez capricieux. Hein. Le régime méditerranéen est un régime très disparate, hein, avec effectivement peu d'eau en été et puis des orages qui sont assez catastrophiques. L'énergie et le climat, donc sous 2 aspects. D'une part, c'était notre premier réseau de chaleur, donc avec la mise en place d'une chaudière biomasse et solaire, puisque en fait le solaire est thermique, donc permet effectivement d'assurer une grande partie de l'eau chaude sanitaire en période estivale, et donc de baisser encore plus le bilan carbone. Et puis d'avoir effectivement une mixité d'usages, on se dit mixité fonctionnelle et structurelle, hein, donc d'avoir pas mal de logements et de fonctionnement un petit peu à tous les âges. Donc ça, c'était les enjeux majeurs, prioritaires. Ensuite, il y avait vraiment cette volonté d'aménagement du territoire et de respect de l'entité de Juvignac qui voulait garder des espaces verts, donc un écosystème biodiversité. Et puis le montage avec l'agglomération, puisqu'à l'époque c'était l'agglomération de Montpellier qui est devenue métropole maintenant. Le montage des premiers effets, je dirais, de gestion de façon globale avec l'agglomération sur l'optimisation des points d'apport volontaires et une gestion, on va dire, plus globale des déchets. Alors les bénéfices de la démarche, en fait il y a plusieurs façons effectivement de l'aborder. Il y a d'abord une façon, on va dire, un petit peu à tous les étages de la fusée, c'est-à-dire depuis les concepteurs, les acteurs de l'aménagement et l'aménageur lui-même, et puis jusqu'à l'habitant. Donc cette façon de l'aborder, effectivement pour la collectivité, c'était construire, je dirais, un projet qui soit conforme donc aux orientations et à la politique environnementale de la commune. Donc cette politique environnementale était déjà traduite bien sûr dans le PADD, dans les documents d'urbanisme, mais là c'était réellement la mise en œuvre, la mise en application de concepts, on va dire. Pour l'aménageur, c'est effectivement d'abord de développer un écoquartier et puis de pouvoir associer ce vocable d'écoquartier réellement à un projet, donc d'être dans l'innovation, mais tout à la fois d'être dans l'innovation, mais tout en étant pragmatique. Ne nous cachons pas, GGL est un aménageur, donc nous sommes une société marchande, donc c'était aussi de répondre aux attentes du marché. Pour nous, c'est pas trop un gros mot, ça, d'être marchand. C'est de répondre effectivement aux attentes du marché. Donc le développement durable était et sera, j'espère, un élément positif en matière d'offres de présentation et de performance de la façon d'habiter. Donc en ce sens, GGL s'y est engagé. Et puis c'était favoriser aussi la mise en place de technologies nouvelles et pragmatiques. Hein. Donc l'idée c'est pas de faire le buzz sur une opération et un bon coup, mais avoir réellement des éléments qui fonctionnent dans la durée. Et notamment par exemple le fait d'avoir choisi un prestataire longue durée comme Cofeli Service sur cette opération avec un contrat sur 30 ans qui garantit donc à la fois financièrement mais technologiquement le maintien de ces prestations. L'éclairage aussi, avec de l'éclairage LED, des détecteurs de présence, le pluvial. Bref, approcher réellement
une vision pérenne du développement durable. Pour les promoteurs, c'était effectivement aussi à l'époque d'accéder plus facilement au label BBC RT 2005 et 2012. Ils avaient le choix à cette époque-là. C'était aussi une classification du réseau en titre 5, donc qui permettait d'avoir une réduction peut-être, je vois qu'il y a plein de fautes d'orthographe, sur les coûts d'isolation des bâtiments. De bénéficier donc effectivement des incitations positives que l'on a avec l'utilisation des énergies renouvelables, et puis d'être effectivement performant et de garantir une qualité de vie. Pour les acquéreurs, c'est bénéficier de solutions performantes, durables, techniques, et puis être assuré, donc je dirais, d'être dans le temps de la pérennité de ces aménagements. Une autre façon donc de voir effectivement l'intérêt de la démarche HQE, je dirais, sur le projet, et là je me tourne peut-être un peu plus de façon interne sur la conception, réalisation de l'opération. C'est d'abord pour nous le processus HQE, ça a été de se poser les bonnes questions au bon moment, afin d'éviter effectivement d'avoir uniquement et de passer des concepts du concept de développement durable avec réellement en termes réellement de contraintes, c'est-à-dire les associer le plus en amont possible pour éviter que ça soit pris comme une contrainte. Donc l'exercice HQE aménagement, par l'anticipation de ces éléments-là, permet effectivement d'avoir une bonne appréciation de ces éléments. C'est donc aussi la checklist, donc vous connaissez effectivement où ça vous a été présenté la liste des différentes orientations à faire, et c'est effectivement dans cette démarche qualité, c'est ne pas oublier des points, même si ça paraît un peu étonnant, ne pas oublier des points dans l'élaboration du projet. La démarche HQE implique aussi un partage de l'information, la réalisation, donc nous on l'a fait sous forme de réalisation d'ateliers participatifs, mais en même temps d'échange de l'information, et ça a été un élément assez fort de cette opération qui a été réellement perçu par les différents acteurs, internes ou externes. C'est structurer le processus d'aménagement, donc GGL est en cours d'évolution aussi avec la mise en place de processus internes d'organisation, et c'est vrai que le processus HQ aménagement a permis de corroborer à ces éléments-là. Enfin, c'est vrai qu'on le verra un peu après, mais ça a permis de développer plusieurs concepts internes. D'abord la coordination de grands projets, donc avec un organisme avec lequel on a travaillé sur la coordination, donc la CARSAT, sur la coordination de grands projets. Juste pour information, vous vous souvenez du cœur d'îlot, enfin du cœur de projet, on avait quand même à peu près 11 promoteurs différents, donc ça veut dire une quinzaine de grues, donc un chantier qui employait à peu près 1000 personnes, donc la gestion d'un chantier à faire, je dirais, pour le collectif, et puis donc des chantiers aussi individuels, donc ça nécessitait effectivement une prise en compte et des échanges, des réunions de formation, d'échanges de façon importante. La mise en place de chantiers propres aussi, ça a été un concept qui a été associé à cette opération et qui a perduré sur d'autres éléments. Et puis avec un GEROP conseil ingénierie, je dirais le suivi environnemental de ces chantiers, qui a été une déclinaison aussi naturelle de ce processus HQ aménagement. L'intérêt fort aussi de la démarche, ça a permis dans l'organisation des différents livrets de chacune des phases de la conception, de constituer, je dirais, une base de données particulière et une mémoire de l'opération et du projet, afin de effectivement avoir ces éléments et de pouvoir les transmettre et de les conserver. Donc ça c'était effectivement intéressant pour les acteurs de l'aménagement, mais ça a été également intéressant aussi pour les habitants, puisqu'en fait ça a donné lieu à des déclinaisons de livrets en disant voilà, la constellation célèbre leurs 2 ans, avec des informations pratiques sur, je dirais, les horaires de tramway, les jours de marché, la déchetterie, etc. Je dirais que le premier point était important aussi, puisqu'on a eu un changement de municipalité entre la conception du projet et puis maintenant, on va dire, la réception, et donc ça a permis d'avoir un outil qui retraçait l'historique, les raisons du pourquoi parce que, je dirais, à l'ensemble de la commune. Et de même, les bons gestes de l'environnement, ça a donné lieu effectivement d'abord à la mise en place de l'ensemble des informations et des démarches qui ont été créées, je dirais, ou rassemblées dans le cadre de la conception HQ aménagement,
Donc cette mise à disposition sur un site internet spécifique aux constellations qui permet donc de revisiter, je dirais, l'ensemble des éléments, l'étude d'impact, le dossier loi sur l'eau, etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont devenus donc de façon publique. Là, vous avez une extraction, un imprimé écran, mais je dirais, on voit la déclinaison de l'ensemble des éléments du plan masse, etc., de la mobilité. Ce qui a été étonnant aussi, c'est le fait d'insuffler, je dirais, ce partage d'informations a donné lieu également à la création d'un Facebook. Donc la présence sur les réseaux sociaux est intéressante et ce Facebook a été initié, je dirais, directement par les habitants du quartier. Alors ce Facebook, c'est un petit peu, et quelque part c'est mieux puisque ça fonctionne. Donc ça parlait, et donc là on est vraiment en continuité effectivement de l'HQ aménagement avec la concertation qui a été menée, c'est-à-dire ce Facebook a permis d'abord d'échanger des photos, des idées, parce que ça a été une période aussi de chantier, donc avec les premiers habitants qui ont travaillé, enfin qui ont habité sous un chantier, donc des fois pas des plaintes, mais enfin disons des gens qui demandaient effectivement des doléances, voilà, qui demandaient des éléments, et puis aussi des concours photos, c'est le chat de la voisine qui est perdu, il y en a marre des crottes de chiens sur la place, des incivilités mineures comme ça, et puis en même temps des promotions du magasin, etc. Donc ça c'est un petit peu notre fierté que effectivement des gens aient créé un Facebook quartier des constellations, et c'est quelque chose que l'on va sans doute décliner sur nos autres opérations, puisque c'est la nouvelle vie sociale, on va dire, les réseaux sociaux, même numériques. Voilà. Difficultés rencontrées et solutions apportées. Donc les thématiques abordées sont un petit peu un passage obligé, puisque enfin, vous allez avoir aussi plusieurs retours d'expérience différents, et donc voilà, je décline un peu les éléments. Alors les difficultés rencontrées, il y en a. C'est vrai que donc lorsqu'on l'a mis en place, donc c'était effectivement un référentiel. On avait un référentiel HQ aménagement, mais peu d'outils d'accompagnement. Je dirais que par exemple ces livrets que l'on a déclinés, donc les livrets phase 1, 2, 3, 4, 5, 6, et avec un annexe les livrables qui sont des figures imposées du processus, on a trouvé que c'était judicieux de créer ces éléments-là, mais on n'avait pas effectivement de référentiel. Le tableau de bord aussi avec l'ensemble de toutes les thématiques et les suivis entre les enjeux, les indicateurs, les suivis et les niveaux de performance acquis, pareil, ce tableau de bord... on l'a créé, donc on a été accompagné effectivement par un GEROP là-dessus, mais on n'avait pas d'outils éléments. Alors par contre, c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'outils a permis de s'y plonger et de faire l'effort de l'exercice et de la structuration, et donc de s'approprier réellement la méthode. Donc quelque part, cette contrainte a été très bénéfique pour nous. Ce qui apparaît aussi par rapport à le processus HQ aménagement est un processus effectivement quand même contraignant, puisque c'est un processus d'anticipation et de sécurisation, avant d'être de valorisation. Et c'est vrai que lorsqu'on anticipe et qu'on sécurise, donc on désamorce quand même pas mal d'éléments, on évite peut-être des problèmes ou des mauvaises orientations ou des mauvais partages, mais donc ne voyant pas l'effet négatif, on a l'impression qu'effectivement c'est naturel de fonctionner de la sorte. Et donc, il faut savoir perdre du temps, ce qui peut apparaître effectivement comme un engagement. Il faut savoir perdre du temps pour ce processus. Après, je trouve qu'effectivement, nous, au sein de GGL, on a, entre guillemets, fait le choix d'avoir effectivement un responsable développement durable. Dans les structures d'aménagement, c'est effectivement la nécessité d'avoir un animateur interne, même s'il est accompagné d'AMO, d'avoir un animateur interne qui prône et qui suit l'ensemble d'éléments. C'est aussi un processus coûteux, alors coûteux en temps et puis coûteux en fonctionnement, parce que c'est vrai qu'il faut arriver à mobiliser les éléments. Donc ça, c'est les aspects négatifs. Le déroulé de l'audit, c'est un élément qui effectivement... Alors attendez, j'ai mes voisins qui font du bruit. Donc le déroulé de l'audit, c'est effectivement, on a eu d'abord un audit de vérification, puisqu'en fait le projet de ZAC des constellations était un projet qui était initié, je dirais, avant l'engagement dans le processus qualité. Donc on a fait un audit de vérification avec Sétur, qui est venu faire un audit à blanc, on va dire, voir si on était éligible donc au processus HQE alors qu'on était déjà engagé.
Et comme je vous le disais, effectivement, le fait d'avoir eu, je dirais, un projet qui était naturellement écoquartier a été jugé favorable, et donc on a eu un audit d'admission en 2012, fin 2012. Puis effectivement, alors là on est sorti un petit peu des jalons normaux de la certification, puisqu'en fait on avait eu effectivement des écarts à lever et qui ne pouvaient pas être facilement levés. Et donc effectivement il y a eu un stand-by, je dirais, de l'opération, puis après une demande pour pouvoir réengager, et donc un audit complémentaire et final en 2015. Voilà, donc ce déroulé, ce vécu de l'audit, enfin je dirais le vécu, d'abord ça a été effectivement très intéressant d'avoir dans toutes ces phases l'exhaustivité des phases d'élaboration d'un projet, et donc de les tracer, de les concrétiser par des données. Comme je vous le disais aussi, ça a été intéressant en termes de rassemblement des données, et ça a permis effectivement d'avoir un document final qui retrace un peu l'historique du projet. C'était une richesse des échanges aussi, parce que c'est vrai que les auditeurs ont cette chance d'auditer de multiples projets, et donc d'être réellement dans un fonctionnement de partage et d'accompagnement, pas uniquement en termes de censeurs, hein, mais bien effectivement d'apporter des idées, des expériences menées ailleurs, et ça a été effectivement des éléments très, très forts, et donc ça a été des exercices effectivement très, très intéressants. Une des difficultés aussi, c'était effectivement de mobiliser les autres acteurs, comme je vous l'ai dit, hein, effectivement. GGL se fait accompagner de maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études multiples et variés. Et donc, effectivement, dans ce processus initial, lorsqu'il n'y avait pas l'obtention directe d'une certification, d'une labellisation, c'est des fois difficile d'arriver à mobiliser les différents acteurs qui sont forcément pris par leur travail également. Voilà, en termes de conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc la certification est un processus donc pour nous qui a été effectivement comparable à la démarche qualité, avec donc tous les travers positifs et négatifs de la démarche qualité. C'est-à-dire que c'est un exercice, c'est un vocabulaire, c'est un exercice contraignant, mais qui se doit d'être mené, je dirais, en interne, puisque en fait cet exercice est important et a des ramifications, je dirais, dans la façon même de travailler. Et donc le fait de faire cet exercice fait que effectivement les gens reprennent, je dirais, directement des points positifs et les appliquent dans le travail de tous les jours. Donc du coup, les incidences de cet exercice ont été déclinées dans nombre de projets, alors effectivement peut-être plus des projets importants, mais aussi dans des projets de moindre importance, des lotissements de 3-4 lots, notamment par exemple sur la qualité des chantiers, le respect des chantiers, et l'intégration de clauses environnementales dans les DCE par exemple. On avait fonctionné effectivement aussi en parallèle sur une labellisation écoquartier ministère, donc qui est un outil différent, qui est un outil plus, on va dire, de bons points et de valorisation d'un projet très performant. Et nous, on a bien différencié effectivement ces différentes approches, avec peut-être l'AEU qui est une approche, même si les approches conduites sont homogènes, hein, mais je veux dire que l'AEU est peut-être plus une approche, on va dire, initiale pour les collectivités ou dans une recherche de définition d'un projet. Le HQE aménagement est un processus où on met vraiment les mains dans le cambouis, on se pose les questions au bon moment et on fait des choix et on définit ces choix qui sont soit qui vont dans le sens de retenir une mesure environnementale ou pas pour des raisons techniques, financières, voilà. Et puis le processus écoquartier qui est plus on va dire, à notre sens, un processus d'exemplarité, de trouver un projet qui est le plus exemplaire et que l'on vient visiter un petit peu comme étant un point avancé de développement. Donc pour nous, le HQ aménagement est réellement un outil qui correspond réellement à notre travail et qui peut être donc prolongé, effectivement, éventuellement, par un écoquartier, une labellisation écoquartier ministère. Les conséquences aussi en interne, ça a été effectivement, par exemple, on s'est dit, sur la base un peu des principes de grand-mère, ne demandons pas aux autres ce que l'on ne fait pas nous-mêmes. Donc, en fait, on a eu une certification interne en vol qui est suivie par la Chambre de commerce et d'industrie, qui est le premier processus, on va dire, d'un 14001, en disant, voilà, on va appliquer les principes de développement durable que l'on prône sur nos projets, on va les appliquer aussi sur notre fonctionnement interne.
Et puis donc, dans la continuité de ce processus HQ Aménagement, puisqu'on a été certifié en 2015, effectivement, et puis sur l'ensemble des phases, je crois on fait partie des premiers aménageurs au niveau national à avoir la certification complète. Alors c'est vrai qu'on avait commencé, comme je vous l'avais dit, on avait commencé le projet avant de s'engager sur la certification, mais on a fait un peu de rétropédalage, mais ça c'est un peu atypique. Mais ça nous a permis effectivement d'être dans les normes pour finaliser, d'avoir un bilan et une capitalisation du projet. Et donc dans la continuité de cet élément-là, on se pose aujourd'hui des réflexions pour faire un fonctionnement, on va dire HQ aménagement, non plus sur une opération, mais peut-être sur un process d'entreprise qui serait décliné, applicable à toutes nos opérations. Là, on rejoint le processus qualité avec donc peut-être des audits à ce moment-là plus ponctuels. Mais c'est vrai que là, la réflexion est en cours. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et je repasse donc la main sans doute aux organisateurs Certivea. Merci Pascal pour cette présentation très intéressante et complète. Vous pouvez tous rouvrir vos micros si vous avez des questions. Le chat est ouvert également si des questions sont posées. Non, pas de questions. Si moi j'avais une question, vous dites que toute la conception a été déjà bien engagée avant de mettre en place la démarche HQ aménagement. Est-ce que quand vous l'avez mise en place, au niveau de la conception, vous avez fait évoluer des choses qui avaient été définies auparavant? Tout ce qui était énergie était déjà déterminé, mobilité aussi. Est-ce qu'il y a eu des points qui ont émergé positifs d'un point de vue développement durable grâce à cette démarche? Ouais, la question est pertinente. C'est vrai que donc sur la conception du projet, il a fallu répondre répondre dans les petites cases à l'ensemble des éléments. Donc ça a donné lieu à des précisions, certes. Le gros changement a été, on va dire, sur le partage de l'information, l'échange, on va dire à tous les niveaux des acteurs et des fois de façon je dirais presque parallèle, c'est-à-dire aller informer le bureau d'études hydrauliques de la qualité environnementale. C'est pas quelque chose que l'on fait naturellement, mais voilà, il y a eu des échanges qui ont été promus dans l'élaboration du projet, ce qui a fait par exemple que effectivement une zone qui avait été vue inondable, on l'a engagée dans une classification d'espace naturel sensible, voilà, en corroborant à la fois la qualité biologique, biodiversité et en même temps les écoulements hydrauliques. Donc ça a été des choses qui ont émergé du partage de l'information. Donc je dirais que ça n'a peut-être pas été sur des critères, on va dire, techniques comme voilà, le réseau de chaleur, la mobilité, etc. Mais ça a été plus sur des facteurs de fonctionnement. Alors après, il y a eu quelques points. Effectivement, par exemple, la mobilité électrique, avec la mise en place, et puis l'évolutivité nécessaire des projets, avec la mise en place de parkings de rassemblés, et puis la mise en place de bornes. Alors on n'a pas mis des bornes, mais on a mis des réservations pour mettre des bornes de recharge de véhicules électriques. Ça a été directement issu du processus, parce que simplement on l'avait oublié, quoi. Je veux dire, c'était pas quelque chose qu'on avait abordé. En termes de coût, est-ce que vous avez une idée de ce que ça a représenté, le surcoût entre guillemets lié à la mise en œuvre de la démarche? Alors le surcoût, il est lié. Alors il y a le surcoût, on va dire étude, c'est-à-dire celui d'avoir un prestataire, un AMO qui nous a accompagnés là-dessus. Donc ça, c'était de l'ordre de 10 000 euros à peu près. Il y a eu effectivement l'audit préalable qui a été aussi coûteux. Il y a eu les audits Certivea qui sont un élément financier. Donc on va dire grosso modo, peut-être sur l'ensemble du stricto sensu études et accompagnement et certification, on est peut-être dans les 50 000 euros. Après, les implications des choix qui ont été faits
issus du processus HQE, c'est plus difficile à quantifier parce que c'est vrai que quand on met en place, je dirais, je sais pas, une place accessibilité PMR, même si c'est la réglementation, mais ou alors si on met en place de l'éclairage au LED comme ça a été fait, il y a un gain réel, mais en même temps il y a un investissement pour l'aménageur qui est plus important. Donc ça a été vu au point par point, mais on peut le considérer comme des éléments positifs du projet. Donc on les a pas identifiés comme tels. Tout ce qui concerne le choix des plantations méditerranéennes, par exemple par rapport à des plantations plus standards qui nécessiteraient de l'arrosage, on n'a pas fait le distinguo combien avait coûté la prise en compte de l'environnement, puisque effectivement c'était plutôt dans l'amélioration de projet et dans l'amélioration de la qualité de vie et du quartier, quoi. Il y a une question écrite, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, j'attendais juste que je voulais savoir s'il y avait d'autres questions. Alors, on a une question écrite. Est-ce que le projet uniquement dans son ensemble est certifié HQE Aménagement ou bien les différents lots des promoteurs ont également été certifiés? Alors, je pense que c'est plus à moi de répondre à cette question. Alors, il faut savoir que la démarche HQE Aménagement, c'est une certification de système de management d'opération. Donc, on ne certifie pas l'opération, on certifie le système de management mis en place pour une opération. Et effectivement, du coup, la certification s'applique au projet dans son ensemble. Alors après, je complète un petit peu. Oui, allez-y. Chaque promoteur a fait valoir ces éléments dans leur commercialisation. C'est vrai que le fait, par exemple, d'avoir une grande diversité, en fait, on avait fait des bulles de vente et des plaquettes communes qui prônaient effectivement l'ensemble des éléments. C'est vrai que depuis aussi, par exemple, sur le réseau de chaleur, il y a la mise en place d'un système, on va dire, équitable, non pas égalitaire, mais équitable de droit de raccordement qui a été mis en place, puisque les logements sociaux sont assez capés, on va dire, pour la valeur des équipements, et que voilà, donc on fait payer peut-être à des promoteurs, on va dire, plus luxueux, un taux de raccordement légèrement supérieur au mètre carré à celui d'un logement social ou de la primo-accession. Voilà, donc il y a eu des déclinaisons, on va dire, pour les promoteurs de ce processus. On a mené par ailleurs après une enquête auprès des habitants concernant effectivement leur perception de l'écoquartier. Alors on a vu qu'il y avait des gens qui avaient mené un Facebook, donc ça c'est plutôt formidable. Mais quand on interroge directement les gens, je dirais que le concept écoquartier n'est pas un concept qui apparaît au premier abord. C'est un élément qui en fait et c'est peut-être une bonne chose. Il dit voilà, vous avez fait les choses correctement, vous avez fait les choses comme il faut les faire et proprement et sans trop de nuisances, donc c'est normal. C'est un peu comme aujourd'hui, hein, j'avais vu sur les réseaux aussi pareil, il y a des gens qui disaient le bio, il faudrait que ça soit le normal, et puis il faudrait peut-être arrêter d'inscrire bio sur les produits, mais de mettre pas bio sur ceux qui ne le sont pas, quoi. Donc voilà, le HQ aménagement, le processus d'élaboration d'un projet, ça paraît pas une priorité pour les habitants, et voilà, comme on n'a pas pu le faire prévaloir. Vous vendez pas, pour être plus direct, vous vendez pas un lot plus cher parce qu'il est dans un écoquartier. C'est un élément supplémentaire.